Bonjour et bienvenue à cette émission Ma foi en action. Je suis Daniel McMahon et j'agirai comme animateur aujourd'hui. J'ai le privilège de recevoir Mme Annie Beauchemin, dont le titre officiel est coordonnatrice de la pastorale d'ensemble au diocèse de Nicolet. Alors, bonjour Mme Beauchemin, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir, bonjour. Annie, comme on se connaît depuis, on va se tutoyer si tu le permets, ça va être plus facile pour nous. Comme ça, on ne se mélangera pas. Alors, Annie, je t'ai invité pour parler d'un exercice qui a eu lieu, qui s'est appelé dans le diocèse le Forum en Église, qui a mobilisé, dans le fond, tout le monde depuis presque un an maintenant. Oui. Mais avant, c'est quoi, c'est une coordonnatrice de la pastorale d'ensemble pour les gens qui nous écoutent? Oui, c'est ça. Bien, c'est que, en fait, moi, je suis avec l'évêque puis le vicaire général. On forme le trio de la coordination. Donc, les gens disent bien, que je suis un peu comme le bras droit de l'évêque. Au fond, j'assume une part de la tâche qui avant était au vicaire général, tout l'aspect pastoral. Okay. Donc, c'est un bien grand titre pour dire, dans le fond, que je travaille en étroite collaboration avec l'évêque du diocèse de Nicolette. OK. Puis, est-ce qu'il y a une grosse équipe? Est-ce que tu as une grosse équipe avec toi? Bien, il y a une équipe de la pastorale d'ensemble. Chacun apporte son champ pastoral. Donc, il y a quelqu'un à la formation à la vie chrétienne pour les jeunes, les familles, les adultes. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la justice sociale, une personne aux communications. J'ai une adjointe aussi qui est précieuse comme tout. Puis, il y a une personne aussi qui est à la liturgie au catéchuménat. Ça, le catéchuménat, c'est un mot pour le Scrabble qui veut dire... Bon. Ou bien bon pour le Scrabble, dans le fond. C'est tout le cheminement d'adultes qui demandent le baptême ou qui demandent la confirmation comme adultes. OK. Voilà. OK. Alors, comme vous voyez, on est privilégié d'avoir avec nous le bras droit de l'évêque pour nous parler d'un exercice qui a été fait. Donc, nous, on a appelé le Forum en Église, mais qui a initié cette démarche-là? D'où c'est parti? Bien, en fait, ça part du cœur du pape François, parce que c'est lui qui avait le désir depuis longtemps qu'on parle en Église de la synodalité. Ça aussi, c'est un autre bon mot pour le Scrabble. Au fond, ça veut dire marcher ensemble. C'est le cœur de ce que c'est une Église, c'est des gens qui marchent ensemble. Puis, il y a un synode des évêques qui aura lieu en octobre 2023. Mais le pape ne voulait pas juste que des évêques en parlent entre eux à Rome. Il voulait que toute l'Église dans le monde entier puisse expérimenter ce que c'est la synodalité, donc le vivre. Okay. Fait que c'est lui qui nous a interpellés à la fin mai l'année dernière pour dire, bon, je vous demande, tous les diocèses du monde, de vivre une démarche où là, vous allez marcher ensemble, vous allez vous en parler, vous allez voir comment on pourrait mieux marcher ensemble, puis vous allez nous dire comment vous avez vécu ça, puis ce que vous nous suggérez de faire, au fond, dans l'Église. OK. Mais en fait, c'est un peu une première, si je ne me trompe pas, hein, parce que là, au lieu que ce soit les évêques seuls, c'est tout le monde. C'est tout le monde de chacune des paroisses. Ça va même jusque dans chacune des paroisses. Oui, c'est ça. Puis c'est une première aussi intense que ça. Dans les synodes précédents que le pape François a initiés, il y avait des consultations, mais il n'était pas fou. Il voyait que souvent, c'était les équipes pastorales des diocèses qui répondaient aux consultations en ayant consulté quelques personnes sur le terrain. Il voulait qu'on aille beaucoup plus loin que ça, que le plus de baptisés possible s'exprime. Donc, c'est pour ça que ça a été étendu à toutes les paroisses du diocèse. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont participé? Oui, beaucoup de monde ont participé. Dans notre diocèse, c'est assez impressionnant. Il y a presque 1000 personnes qui ont participé, soit à une rencontre dans au moins un groupe. Il y a des gens qui ont participé à plus qu'une rencontre dans leur milieu. Puis, il y a des gens qui ont participé aussi par le web, à un sondage web qu'on a fait. Donc là, c'est 180 personnes qui nous ont répondu par le biais du sondage web. Donc oui, c'est impressionnant comme participation. Tout à fait, parce que, comme on le dit tout à l'heure, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont pu participer à chacune de ces... Mais ils ont parlé de quoi? Est-ce qu'il y avait des axes de discussion? Oui, exactement. Il y avait 4 axes de discussion, puis un autre qui était libre. Donc les 4 axes de la vie chrétienne, nous, on a travaillé ça comme ça. Donc la célébration de la foi, l'annonce de l'Évangile, tout l'aspect de la justice sociale, la fraternité, l'engagement, au fond, on l'a appelé s'engager. Puis il y avait l'axe aussi du vivre ensemble, comment on peut la fraternité, comment on peut mieux vivre ensemble. Puis l'axe libre, c'était un axe pour que les gens puissent parler des sujets qu'ils voulaient bien parler. Donc, ils pouvaient apporter n'importe quel sujet pour cet axe-là. Puis, si je me rappelle, dans le fond, la façon dont ça fonctionnait, on demandait aux gens, parlez-nous de votre vécu, comment vous vivez actuellement,
puis on leur demandait ensuite de formuler des propositions. Exact. Pas vraiment habitués de se faire demander comme baptisés de formuler des propositions. On était plus habitués de dire, bon, bien, cette année, ça va être, voici notre projet. Est-ce que les gens en ont formulé des propositions? Ah oui, beaucoup. Donc, on en a reçu 1217 différentes. Donc ça, c'est assez impressionnant. Oui, les gens avaient beaucoup de propositions à faire. C'est sûr qu'il y a toujours un volet, là, on ose faire des propositions. Est-ce que les gens vont nous entendre, nous écouter? Mais oui, ça a été écouté, puis c'est pas fini. Maintenant, il faudra en mettre en œuvre de ces propositions-là. Ça, on va y arriver un petit peu plus tard dans la discussion. Oui. Mais bon, 1200 propositions, comment on fait pour faire le tri, puis pour arriver à quelque chose de plus ramassé, si je peux me permettre cette expression-là? Bien, c'est sûr qu'il y a eu tout un travail de classement. Nous, on s'était dit, on reformule aucune proposition, sont toutes bonnes. Mais au fond, l'idée, c'est qu'on voulait faire un exercice d'entonnoir et essayer de ramasser les propositions ensemble. Parce qu'il y a des propositions qui sont revenues dans presque toutes les paroisses. Okay. Donc, c'était de voir ces propositions-là, par exemple, je prends un exemple qui a abouti le 26 mars, les gens ont choisi, rendre les célébrations plus dynamiques, plus vivantes. Bon, mais ça, il y en a plein des propositions qui sont venues de tous les milieux, du sondage web. Donc, on les a toutes mis ensemble, celles qui étaient sous ce chapeau-là. Fait que là, on voyait, celui-là, là, c'est impressionnant, il faut la garder. Donc, on a fait ressortir 50 propositions, environ 10 par axe, qui vraiment revenaient très souvent. Okay. Fait que ça a été le travail qu'on a fait de vraiment voir, une fois qu'on les a mis tous ensemble, celles qui ressortent souvent, bien, on les garde. Et dans le fond, il y a eu un premier tri naturel, comme tu dis, il y a des choses qui revenaient à plusieurs endroits, puis après ça, bien, il y a eu des propositions qui étaient dans la même lignée de pensée, fait qu'on a été capable de ramasser. Mais on est encore rendu à 50 propositions, là. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ramener ça avec parce qu'on ne peut pas faire 50 activités, lancer 50 projets, c'est trop monstrueux. Fait que c'était quoi l'étape suivante? L'étape suivante, bien là, on a fait un sondage, bien, c'était comme notre deuxième sondage web. C'était un sondage qu'on a appelé de priorisation. Okay. Donc, au fond, les gens votaient pour chacun des axes, ils disaient les 3 plus importantes pour eux. Mettre la position 1, 2, 3, dans le fond, c'est un podium olympique qu'on faisait un peu pour chaque axe. Mais avec ça, ça nous a permis de voir celles qui ressortent vraiment, là, que c'est vraiment les gens, celles qui veulent le plus qui soient mises en œuvre. Donc, ça a permis de faire un premier tri. Ça ne veut pas dire que les 50 ne sont pas bonnes. Non. Mais effectivement, on ne peut pas tout travailler en même temps. C'est un exercice qu'on a de la difficulté à faire en Église parce que tout est bon, on ne veut rien lâcher, mais il faut choisir par où commencer. Donc, pour nous, ça ne voulait pas dire qu'on en jetait à la poubelle, on les garde. Mais on commence par où? Donc, c'est ce que cet exercice-là d'entonnoir nous a permis de faire. Donc, après ce sondage-là, on en avait 3 par axe. OK. Et c'est là qu'il y a eu lieu le grand rassemblement au mois de mars à Drummondville qui réunissait, dans le fond, tous les intervenants de chacune des paroisses. Encore là, y a-t-il eu du monde pour cet exercice-là? Eh oui, il y a eu du monde. Au fond, les paroisses nous envoyaient des délégués. Donc, on a eu 250 personnes qui sont venues à peu près sur la journée. Donc, on avait une avant-midi. Là, on avait fait un plan pour être OK COVID aussi. Oui, c'est ça. Donc, il y avait des gens qui réfléchissaient le matin, d'autres l'après-midi. Puis, vraiment, là, il y avait un travail de discernement à faire, de faire un choix. Quelle proposition dans les 3, parce que chaque participant participait juste à un atelier pour un axe. Puis, il y avait à choisir, bien, parmi les 3 propositions qui sont là, laquelle, selon moi, par laquelle doit-on commencer? Encore là, on ne les jette pas, les autres. Mais il faut commencer quelque part. Partir à quelque part. C'est ça, exactement. C'est de dire, bien, on mise sur cette proposition-là. Si on commence par ça, ça va nous amener à travailler les autres aussi ensuite. Donc, voilà, c'était le grand exercice. C'est pas simple à faire comme exercice, parce que l'idée aussi, c'était pas de tomber dans le débat. On voulait surtout éviter ça. C'est pas un choc d'idées qu'on veut faire. Ensemble, c'était d'essayer d'écouter, mais qu'est-ce qui fait consensus dans notre groupe? Sur quoi est-ce qu'on peut s'entendre? Puis que ça, vraiment, là,
ça va nous mobiliser pour les prochaines années. Okay. Là, on a parlé un peu de la mécanique, comment tout ça est... le pape François qui a parti l'initiative, on l'a traduit, nous, dans notre diocèse, avec ce qu'on a appelé, ou plutôt d'utiliser le mot synode, qui peut être difficile à comprendre. On a parlé d'un forum en Église pour mobiliser les gens. Mais concrètement, le fruit de l'exercice dans les 5 ateliers, qu'est-ce qui est ressorti pour que les gens qui nous écoutent puissent avoir un sens de ce sur quoi on risque de travailler à court terme? Est-ce que tu peux prendre chacun des axes et nous donner un petit peu le résultat? Oui, le résultat. Donc, pour l'axe célébré, bien vraiment, là, je l'avais donné tantôt un exemple, c'est rendre les célébrations plus dynamiques, plus vivantes. C'est ressorti très fort, mais sur tous les plans. Puis ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les gens qui sont venus le 26-27 mars, il y avait toute une feuille pour mettre les choses par écrit. Puis dans leur motivation, c'est beaucoup pour les jeunes puis les familles aussi qui veulent le faire pour eux-mêmes, mais pour que d'autres trouvent ça intéressant. Donc, ça a mobilisé beaucoup les gens dans leur choix, pour que la parole de Dieu soit aussi au cœur des célébrations puis qu'elle nous parle dans notre vie tous les jours. Dans l'axe « Annoncer l'Évangile », ce qui a été choisi, c'est d'être à l'écoute, être une Église de l'écoute, être à l'écoute des soifs, des besoins des gens d'aujourd'hui, puis avec une attention particulière pour les jeunes. Donc, il y avait aussi il y en avait une proposition qui était prioriser la mission auprès des jeunes. On ne l'a pas retenu, mais c'est comme si c'était proche, là. Ouais. Fait que les groupes qui ont réfléchi ont dit, oui, être à l'écoute des soifs, mais les jeunes, il ne faut pas qu'on passe à côté. Au niveau de l'axe du vivre ensemble, là, ce qu'on a choisi, bien, c'est d'être une Église accueillante, inclusive, qui est ouverte à tout le monde. Donc ça, c'est beaucoup dans nos attitudes. Et il y en a une deuxième qui a été choisie aussi, c'est d'organiser des activités fraternelles dans nos communautés. Peu importe la forme, mais soigner notre vivre ensemble, se connaître, créer des liens. Donc, c'est fort, c'est vraiment ça ressort dans tous les axes. Surtout à la sortie de la pandémie où tout le monde était isolé, c'est certain. C'était pas nécessairement une surprise de voir que les gens souhaitaient se redynamiser, se réunir. Exact. Puis c'est ça, cette proposition-là, ce choix-là, il est pratiquement transversal. Il ressortait dans tous les axes de différentes façons. Tu sais, on veut vivre la fraternité dans nos célébrations, on veut en vivre avec les gens dans le monde, on veut en vivre avec les personnes plus démunies, seules, malades. Il y avait de ça, là, de dire notre vivre ensemble, peut-on le soigner? Ce qui m'amène à l'autre axe, s'engager dans le monde, où là, on en a choisi 2 aussi. Une première, c'est de créer des cellules d'entraide dans nos communautés, des gens qui vont être à l'écoute des besoins, mais des personnes qui sont seules, démunies, malades, prendre soin d'être proche de ces personnes-là, puis de répondre aussi par des actions. Puis la deuxième qui a été retenue, deuxième proposition, bien là, c'est de revisiter notre collaboration avec les organismes communautaires. Okay. Pas seulement les reconnaître, dire ils sont là, ils font un travail formidable, mais dans quelle mesure on peut travailler ensemble, s'impliquer avec eux, être des partenaires. Donc, c'est aussi une proposition très importante pour bien des gens. Il y avait un axe libre. Oui, l'axe libre, ça, c'est surprenant. Il y avait toutes sortes de choses là-dedans. Ce qui a été retenu, puis ça, c'est revenu dans beaucoup de communautés, c'est est-ce qu'on peut favoriser l'égalité homme-femme en Église, dans les rôles, les responsabilités, puis aussi ouvrir tous les ministères ordonnés, ouvrir plus large. Donc, ouvrir pour les femmes, pour les hommes mariés, etc. Donc, c'était bon pour la prêtrise, le diaconat permanent aussi. Okay. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a un bout qu'on peut faire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a un bout qu'on est capable de contrôler, mais il y a un bout qu'on ne contrôle pas. Exactement. C'est vrai que dans le rapport qu'on a fait, envoyé pour Rome, bien, on a manifesté ce choix-là, ce qui a été fait dans notre diocèse par les gens, en essayant d'expliquer qu'ici, c'est difficile de comprendre pour les gens pourquoi les hommes et les femmes ne sont pas égaux par rapport au ministère. Donc, après ça, nous, on peut difficilement changer cet aspect-là pour l'ordination, mais on peut au moins le dire. C'est ça, parce que dans les faits, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, l'ordination, c'est une décision qui vient de Rome. Donc, si on veut donner accès aux femmes, par exemple, pour qu'elles deviennent diacres ou qu'elles deviennent prêtres, bien, il y aura une décision planétaire qui devra être prise. Ce n'est pas seulement nous, ici, dans le diocèse de Nicolette, qui avons le contrôle sur cet élément-là. Oui.
Dans ces discussions-là, est-ce que vous avez senti une différence? Parce que dans notre coin, on a des milieux plus urbains et des milieux plus ruraux. Est-ce qu'il y a eu une différence au niveau de l'expression des opinions ou ça s'est quand même assez ressemblé? Oui. Ça se ressemble. C'est sûr qu'il y a des particularités selon les milieux. Donc, il y a des milieux où, là, on a travaillé les milieux où il y a plusieurs anciennes paroisses qui sont regroupées, bien, on a eu des propositions qui allaient dans le sens, est-ce qu'on peut mieux se connaître entre les communautés de notre paroisse ou est-ce qu'on peut créer des liens? Bon, ce qu'on retrouvait moins peut-être dans le milieu urbain. Ouais. Ou encore, je pense ici au Lac-Saint-Pierre où on a la communauté d'Odanak, les Autochtones. Oui, tout à fait. Bien, il y a une sensibilité accrue dans ce milieu-là par rapport aux liens qu'on peut avoir avec les Autochtones. Donc, on a fait des propositions sans surprise dans ce milieu-là pour développer des liens, pour être plus proches. Puis bon, voilà. Puis quand les gens réfléchissaient à cette priorisation-là, est-ce qu'on a été jusqu'à vouloir formuler des propositions de comment on pourrait mettre ça en action? Est-ce qu'on a franchi ce pas-là? Oui, c'est ça. Le 26-27 mars, le 26 quand on était à Drummondville, le travail des gens, une fois qu'ils avaient identifié la priorité, c'est la proposition par laquelle on commence, ils étaient invités à faire un premier travail. Comment concrètement ça pourrait atterrir, parce qu'on ne veut pas que ce soit des belles idées qui restent au placard. Ah ouais. On veut que ça s'incarne. Donc, il y a un premier travail qui a été fait, mais ça va être le travail de l'an prochain. Au fond, que chaque milieu reprenne bien, les propositions que les gens leur ont faites au niveau local. Il y aura celles qu'on a retenues au plan diocésain, mais il y a aussi celles qu'on a exprimées chez nous. L'idée, c'est de reprendre ça puis de se dire, bon, ça veut dire quoi pour nous concrètement? Comment ça, on veut que ça se traduise par des actions? Quelles actions? Donc, faire des choix dans ce sens-là. Ça va être vraiment un travail très important parce que si on passe à côté de ça, les gens vont avoir l'impression qu'on s'est parlé pour rien. Oui. En fait, il y a comme deux exercices parallèles qui se font, là, si on peut utiliser le terme pour la suite des choses. Oui. Donc, d'un côté, tu as parlé d'un rapport qui s'en allait à Rome. Oui. Bon, qu'est-ce qui va se passer, dans le fond, avec ce que nous, on a réfléchi? Est-ce qu'il y a une mise en commun avec d'autres diocèses? Comment cette mécanique-là va fonctionner? Oui, c'est toute une mécanique. Parce qu'on s'imagine qu'à Rome, ils ne veulent pas recevoir les rapports bruts des diocèses. C'est trop complexe. Donc, nous, on a une organisation qui est nationale, qui s'appelle la CECC. Donc, c'est tous les évêques au niveau du Canada. Puis, il y a aussi une organisation, plus une région qui est celle du Québec. Donc, nous, on devait envoyer notre rapport d'abord au Québec, puis à la ECQ, eux autres, ils reprennent le travail de tous les diocèses du Québec, puis essaient de faire un premier rapport qui parle de la réalité du Québec. Là, après ça, le Canada va faire un autre rapport. Bon, on le sait qu'il y a un risque qu'il y a des choses qui soient échappées au travail. Nous autres, on souhaite que le plus possible de ce qui est resté de notre expérience se rende, là, mais bon, on fait le pari quand même que d'un diocèse à l'autre, ça va se ressembler. Bien, en fait, ce qu'on a vécu, nous, comme expérience ici, où d'une paroisse à une autre, il y a eu des convergences, il y a eu des points, bien, on peut espérer qu'il va y avoir de ce genre de convergence-là aussi, minimalement au niveau du Québec, à tout le moins, et peut-être aussi au niveau du Canada. Ça veut donc dire que le pape François, lui, ce qu'il va recevoir, dans le fond, c'est la position canadienne. Oui. OK. Fait que chaque pays va arriver avec ses propositions. Et ça, c'est en 2023 hein, que tu disais. Oui, c'est ça, en octobre 2023. Puis au niveau de cette rencontre-là, en octobre 2023, bien, c'est des représentants, c'est des évêques représentants de chaque pays aussi qui se retrouvent là. Okay. Donc, eux aussi, normalement, s'ils ont entendu, ils ont l'expérience aussi, ils vont arriver avec l'expérience des gens qui ont parlé dans leur milieu. Okay. Donc, c'est pas juste un rapport écrit, il y aura aussi des personnes qui vont le porter au bout de la ligne. Ouais. Puis nous, parallèlement à ça, comme tu le mentionnais, bien là, nous, on a un travail à faire d'abord au niveau de notre diocèse, mais aussi au niveau de chacune des paroisses. Exactement. OK. Fait que donc, dans le fond, la prochaine étape, ça va se dérouler quoi cet automne? Comment ça va fonctionner? Oui. Allez-vous nous... D'abord, est-ce qu'il y a un rapport qui va circuler de cette expérience-là? Oui, c'est ça. Là, on vient de parler du rapport qu'on a envoyé au niveau provincial. Ouais. Donc, ce rapport-là, il est fait. On l'a rendu disponible si des gens veulent le consulter. Mais ce n'est pas un outil de travail. On répond aux questions que Rome nous avait données, mais c'est pas... Même si toute notre expérience se retrouve là, ce n'est pas le meilleur outil pour partir dans un milieu avec les gens puis continuer le travail. Donc, on aura un rapport
plus proche de la vie des gens ou plus collé à notre expérience qui va sortir en nous. Okay. Donc, ce rapport-là va reprendre toutes les propositions qui ont été choisies en mars, qui va reprendre le travail des gens qui ont participé le 26 mars. Donc, les pistes d'action qu'eux ont proposées, les raisons pour lesquelles ils avaient fait le choix qu'ils ont fait. Fait que ce premier rapport-là permettra de faire des choix en paroisse. Puis, chaque paroisse va recevoir aussi un plan qui est personnalisé. Un plan, où c'est les propositions personnalisées qui ont été dans leur milieu, ce qui ressortait de leur milieu. Puis là, ça leur permettra tout ça de reprendre ça avec les gens. C'est-à-dire, on en choisit au moins une par laquelle on commence dans notre milieu. Puis, on travaille celle-là, puis après ça, on pourra passer à une autre quand celle-là, elle est vécue, mais il faut commencer quelque part. Donc, c'est vraiment le travail de cet automne. OK. Puis, dans les faits, ce qu'on vise à faire, c'est vraiment de passer à l'action. Puis, comme tu l'as mentionné, même si dans une paroisse, on avait identifié, mettons, 5 ou 10, on va leur dire laquelle vous priorisez, puis on met celle-là en action et on passera à une autre plus tard. Exactement. OK. Mais c'est sûr que s'il y a des milieux qui ont plus de possibilités, ils pourront mettre sur pied un comité qui travaille sur une proposition, par exemple. Puis il y a des paroisses qui pourront en travailler plus qu'une, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'ils en travaillent au moins une. Au moins une, c'est ça. Au moins décoller. Au moins décoller. Okay. Bon, fait qu'après ça, bien, ceux qui ont la possibilité d'en travailler plus qu'une en même temps, bien go, on y va, on fonce. C'est important. Est-ce que cette approche-là crée des défis ou des enjeux nouveaux que l'on avait. Bon, je pense par exemple, là, ça part de la base. Hein? On a réuni des paroissiens, ils ont fait des propositions, on a pris ça, on les a amenés au niveau du diocèse. Mais l'appareil qui est habitué de fonctionner, est-ce qu'il y a des défis par rapport à ça? Oui. Bien, le premier immense défi, puis je pense que c'était ça que le pape François voulait qu'on saisisse en le vivant. Parce qu'au niveau de la théorie, c'est dur de s'en rendre compte. C'est que chaque baptisé est responsable de sa foi puis a son mot à dire. On ne peut pas se reposer seulement sur le prêtre ou l'équipe pastorale qui prend des décisions puis qui dit « voici ce qu'on va travailler » puis les gens suivent. C'est pas ça, être Église. Donc, l'enjeu le plus important, c'est vraiment une prise en charge de la mission par le plus de personnes possible, puis un déplacement des équipes pastorales qui vont être davantage dans l'accompagnement des expériences que les baptisés veulent vivre. Bon, présentement, on n'est pas habitué à cette dynamique-là. Fait que c'est un réel défi d'entrer là-dedans parce que ça implique que tout le monde se repositionne. C'est pas juste dans la cour du prêtre ou de la jeune pastorale ou du diacre, l'enjeu, là. Tous les baptisés sont interpellés. Puis, il y en a plusieurs qui l'ont manifesté au cours de l'année, de dire « Hey, je ne suis pas juste là pour faire un petit service, là. J'ai de quoi à dire, moi aussi, puis je peux vraiment faire quelque chose. » Oui. Mais ça, là, cette prise de conscience-là, elle est majeure. Puis c'est ce qui va nous permettre de vivre les choses autrement. Et est-ce qu'il y a une certaine résistance de la part des prêtres qui étaient habitués à avoir, entre guillemets, un contrôle un peu plus grand, ou est-ce que pour eux, ils voient ça comme un défi intéressant? C'est quoi le pouls, dans le fond, de l'appareil traditionnel? C'est une bonne question. Mais j'ai l'impression, moi, qu'ils attendent ça depuis longtemps. Bon, c'est pas uniforme, là, mais le désir que les baptisés prennent en main leur foi, puis qu'ils se mobilisent, qu'ils vivent la fraternité entre eux, qu'ils se déploient dans la mission, dans la vie de tous les jours aussi. Je pense qu'il est présent, ce désir-là, mais c'est comme difficile de l'amorcer. Puis le pape François, comme il nous a donné la poussée pour amorcer ce changement-là, pour se positionner autrement. Et je pense que s'il ne le désirait pas, les paroisses n'auraient pas tout embarqué dans le processus. Donc, pour moi, ça, c'est un signe qu'il y a une grande ouverture. Bon, on va l'apprendre tout le monde ensemble. Il y a un défi, là. Mais le fait est que tout le monde a participé. Donc, c'est un bon signe. C'est un bon signe, mais en même temps, il y a c'est comme un passage obligé d'une certaine façon, parce que bon, on ne se mettra pas la tête dans le sable, hein, nos prêtres sont vieillissants. Oui. La relève est pas très grande. On vit le même phénomène autant au niveau des diacres que des agents de pastoral.
Donc, il y a comme une obligation de se responsabiliser collectivement, si je peux m'exprimer de cette façon-là, et chacun, en fonction de ses qualités, de ses charismes, de venir donner un peu, mettre l'épaule à la roue, puis de travailler ensemble à ce rôle que l'on a comme baptisé. De par notre baptême, techniquement, on est censé prendre notre place au niveau de l'expression de la foi et ainsi de suite. Donc, il y a un changement, mais en même temps, c'est peut-être l'air du temps qui fait que c'est une belle opportunité. Moi, je le sens comme une opportunité au niveau des services diocésains. Est-ce que vous le sentez aussi de cette façon-là? Oui, clairement, parce que si on ne fait pas ce passage-là, bien, on va passer à côté de ce que... On voit là, que tout ce que tu viens de mentionner par rapport au personnel pastoral. Si les baptisés ne prennent pas en main leur foi puis qu'ils ne déploient pas des choses, on ne sera pas capable de tout faire. On ne peut pas rester dans cette posture-là en se disant on va faire les choses puis les gens vont nous suivre. Ça ne convient plus. Ça ne peut plus. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Il y aura des chrétiens dans le diocèse de Nicolette dans la mesure où ils vont se rassembler ensemble, vivre une vraie fraternité, s'engager dans le monde, qui vont être des témoins de leur foi dans leur milieu, puis qui vont prier et célébrer ensemble. Sans ça, c'est sûr qu'on voit nos communautés, on voit qu'on est vieillissant, mais on a tout ce qu'il faut. On l'a déjà. Rassemblons-nous, vivons, faisons communauté, déployons ce qu'on porte, nos charismes, puis peu importe combien on sera des chrétiens au cœur du monde. Ouais. Je pense qu'en fait, le défi, un des défis principaux que je vois, c'est de s'assurer, dans le fond, d'y aller en fonction de la théorie des petits pas. Qu'est-ce que moi je peux faire? Et donc, si chacun met son épaule à la roue, bien, nécessairement, on va être capable de vivre plus fraternellement, on va être capable de mieux se reconnaître dans nos célébrations, puis d'être attirant aussi. Parce qu'il faut regarder autour de nous puis voir les prochaines générations, comment on fait pour faire se perpétuer ce trésor que nous, on possède puis qu'on voudrait peut-être faire découvrir aux autres. Oui. Bien, Annie, merci beaucoup. Le temps file. On est déjà rendu au terme de cette émission. C'était un agréable moment passé ensemble. C'est vrai. Et je te souhaite bonne chance dans tes fonctions et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Avec merci plaisir. beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir.